Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique lyonnais. Alors aujourd'hui, le grand sujet de discussion, c'est bien entendu les salaires, puisque l'équipe vient de sortir son numéro annuel consacré à ce sujet. Alors il faut savoir qu'on n'a pas tous les salaires, puisqu'on nous donne les 10 plus gros salaires par club, donc il y a encore pas mal d'interrogations. Évidemment, on va regarder un peu la grille salariale de nos Lyonnais pour voir que il y a quand même un certain nombre de soucis. Je mettrai évidemment ces salaires en perspective par rapport à la DNCG. Et oui, lors du live il y a 2 jours, j'ai dit clairement que selon moi, on ne passerait pas la DNCG l'été prochain. Et que je pense, mais ça, je n'ai rien pour le démontrer, c'est simplement mon avis, que le mercato d'hiver anticipe largement le mercato d'été. Et donc il ne faut pas s'attendre à grand chose cet été, mais en tout cas je pense que l'on sera encadré, voire carrément interdit de recrutement. Parce que vous allez voir que évidemment cet hiver, avec les joueurs qu'on a recrutés, on a encore augmenté notre plus gros poste de charge dans le budget. Et que ça ne va sans doute pas le faire pour la saison prochaine. Mais avant, on va regarder quelques petites news du jour. Donc, savoir que le match de Nantes, suite à des échauffourées et à des débordements des supporters nantais, le match à Nantes se jouera à huis clos. Ça va nous rappeler les sombres heures du Covid. C'est sans doute un des avantages pour les Nantais, évidemment, quand vous avez votre public qui vous soutient, ça ne peut qu'aider. Deuxième petite info, Clinton Mata qui a pris quelques cartons ces derniers matchs. Vous savez que si vous prenez au moins 3 cartons sur une période de 10 matchs, vous êtes suspendu, et donc il sera suspendu pour le match de Reims. Pierre Sage, on en parlera également, puisque Thibaut Leplat, qui est un intervenant d'RMC, est un ami personnel de Pierre Sage, et Pierre Sage lui a dit des choses. On en reparlera tout à l'heure quand on parlera des salaires des coachs, puisqu'on va parler des salaires des joueurs, mais aussi les salaires des coachs. Et je terminerai par un petit point sur les évolutions de la chaîne, parce que j'ai pris des décisions ces dernières semaines. Alors il y a des décisions, il y a des interrogations, mais il y a des décisions qui vont un peu impacter ce qui va se passer dans les semaines à venir. Donc on va commencer par les salaires. Alors l'équipe publie pour tous les clubs de Ligue 1. Et évidemment, si on prend le classement Ligue 1, on se rend compte qu'évidemment le PSG truste les 10 premières places au niveau des salaires. On se rend compte que des joueurs moyen plus comme Skriniar ou Mukiele font partie du top 10 et dont ont des salaires plus importants que des joueurs comme Aubameyang, Lacazette, etc. On voit quand même qu'un Barcola avec 550 000 € mensuels, évidemment on comprend pourquoi il a cédé aux sirènes du PSG, puisque 550 000 € c'était à peu près son salaire annuel à l'Olympique lyonnais. Et comme on était encadré au niveau de la masse salariale, évidemment, on ne pouvait pas lui offrir un salaire comme celui-là. De toute façon, on n'aurait jamais pu lui offrir, mais un salaire aux alentours de 4-5 millions. Ce n'était pas possible, même à 3 millions, ce n'était pas possible. Donc, je pense que ça explique pourquoi il est parti. Et on voit que désormais, il gagne plus que Lacazette. On voit aussi que dans ce top 30, Marseille, notamment Aubameyang, donne des très gros salaires, 650 000 € mensuels. Alors c'est du brut, après il faut enlever les charges sociales et les impôts. Impôts sur le revenu. Alors attention, tout le monde ne paye pas d'impôts sur le revenu, et le régime des impatriés, enfin je ne vais pas rentrer dans le détail de la fiscalité, mais sachez que tout cela recouvre des réalités très différentes. Et donc on se rend compte que Matic, désormais, est aussi bien payé que Lacazette. Alors, sur le plan sportif, ça peut se comprendre, puisque je pense que ce sont mes 2 meilleurs joueurs. Mais évidemment, les salaires, c'était déjà un problème dans notre budget. En recrutant Matic et en recrutant des joueurs en Angleterre, évidemment, on n'a pas du tout amélioré la situation. On va regarder tout ça dans quelques instants.
Alors vous l'avez peut-être retenu, hein, je vous renvoie à ma vidéo sur les finances et les comptes de l'Olympique Lyonnais. Donc je vais zoomer un petit peu. Donc ça, ce sont les comptes qui ont été publiés il y a un mois et qui retracent les 6 premiers mois de notre exercice. Donc vous voyez qu'en produits d'activité hors trading joueur, nous avons 77 millions. Nous avons vendu pour 78 millions. Donc comme je l'avais expliqué, si vous enlevez ce poste vente de joueurs, donc je rappelle, il y a Barcola, Luc Hébert, Romain Fèvre. Donc si vous enlevez ça, eh bien vous vous rendez compte que rien que les salaires sont supérieurs. Alors salaire plus charge sociale, plus, alors il n'y a pas que les joueurs, il y a tout le personnel. Je crois qu'il y a 500 employés à l'Olympique Lyonnais. Donc vous êtes déjà à 85 millions. Donc c'est plus que nos revenus hors vente de joueurs. Donc évidemment, c'est un poste qui est extrêmement inquiétant. Et évidemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur une année, vous allez faire à peu près 150 millions de revenus hors vente de joueurs et que vous avez déjà 170 millions de charges de personnel. Il faut savoir que la DNCG vous encadre dès lors que vous dépassez 70% de charges de personnel par rapport à vos revenus. Donc là, vous voyez qu'on est à plus de 100%. Donc évidemment, je ne vois absolument pas comment on ne pourrait pas être encadré l'été prochain, sauf si John Textor apporte le différentiel. Parce que dans le live de mardi, quelqu'un m'a dit « Je préfère Textor à McCourt ». Alors la grande différence entre les deux, c'est que McCourt, quand il y a des trous dans le budget de l'Olympique de Marseille, il comble les trous et il ne se mêle pas du sportif. John Textor, pour le moment, se mêle beaucoup de sportifs, mais il n'a jamais comblé de trous. Alors peut-être va-t-il le faire dans le futur, je ne sais pas. Rappelez-vous qu'en juin de l'année dernière, juin et début juillet, quand on a été encadré par la DNCG a demandé à John Textor d'apporter 60 millions dans les comptes de l'Olympique Lyonnais, chose qu'il n'a pas fait. Et donc c'est pour ça qu'on a été sanctionné. Est-ce que cette année, si la DNCG lui demande d'apporter 60, à mon avis plutôt 80, voire 100 millions, il va le faire? Peut-être, je ne sais pas d'où il va les sortir, sans doute avec des emprunts, mais en tout cas, je ne vois pas comment ça peut passer, puisque la vente de l'OL Reign, qui est désormais effective, compte pour l'exercice 2023-2024, pas pour l'exercice de l'année prochaine. Et les 50 millions que l'on va toucher de CVC vont tomber avant la fin du mois de juin de cette année, donc juin 2024, donc ils ne compteront pas non plus pour l'année prochaine, sachant que ces 2 fois 50 millions, c'est uniquement sur l'exercice 23-24, et qu'à partir de 24-25, évidemment, on ne touchera pas ces sommes. Donc très sincèrement, je ne vois pas comment on pourrait échapper à un encadrement. Donc vous voyez que avant les signatures de cet hiver, on avait déjà 85 millions pour, on va dire, arrondir, de charges de personnel, ce qui était supérieur à nos revenus hors trading de joueurs. Donc évidemment, c'est une situation qui n'est pas tenable sur la distance. On avait un déficit de moins 60 millions. Donc tout cela est extrêmement inquiétant. Passons donc plus spécifiquement au salaire individualisé. Alors l'équipe, dans un article écrit par Hugo Guimet, nous dit qu'il y a des gros poissons à sortir, tout simplement parce que ce sont des joueurs qui ne sont pas performants ou plus performants, ou tout du moins qui n'ont pas un grand avenir à l'Olympique Lyonnais pour des raisons différentes. Par exemple, Anthony Lopez, on a recruté le gardien Lucas Perry, donc évidemment Anthony Lopez aura vocation à ne plus être titulaire, donc il faut lui trouver une porte de sortie. Évidemment, il a 33 ans, donc ça va pas être évident de lui trouver un transfert, donc on va le laisser partir gratuitement, mais il a un salaire extrêmement élevé qui en plus, c'est dit dans l'article, va augmenter. Donc ça va pas être évident de le sortir de la masse salariale. Concernant Lovren, là c'est un problème de performance. Il est en contrat jusqu'en 2025, tout comme Anthony Lopez. Et lui aussi, quasiment à 5 millions annuels. Je ne vois pas comment on peut s'en sortir, sauf s'il accepte une baisse de sa rémunération. En gros, il dit
Vous me donnez 3 millions, j'accepte de résilier le contrat et je suis libre de signer où je veux. Est-ce qu'il va accepter de s'asseoir sur 2 millions? Je n'en suis pas sûr. On parle en brut, hein, attention les amis. Derrière, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des charges et des impôts. Pour Ryan Cherky, la situation est différente puisque lui, ce qui gêne évidemment, c'est qu'il est en fin de contrat en 2025. Donc l'OL n'a pas envie de le voir partir libre comme Oussem Aouar et d'autres. Et donc, on espère qu'il va faire une bonne fin de saison pour qu'on puisse récupérer un bon chèque. Concernant Corentin Tolisso, la volonté du club évidemment, vu qu'il n'est plus titulaire depuis l'arrivée de Matic et de Mangala, eh bien, c'est de s'en séparer. Le problème, c'est qu'il est en contrat jusqu'en 2027, qu'il est très bien à Lyon, et donc je ne vois pas pourquoi il partirait. Donc c'est des dossiers extrêmement compliqués et qui ne vont pas évidemment simplifier notre passage devant la DNCG. Alors on n'a que les 10 plus gros salaires, bon ce sont des estimations, nous dit l'équipe, et on voit évidemment que Lacazette et Matic donc émargent à 500 000 euros mensuels, donc 6 millions annuels, hein, ce qui est quand même quelque chose. Corentin Tolisso 400, tout comme Lovren. Saïd Benrahma 350, tout comme Anthony Lopez, mais Lopez ça va augmenter. Ryan Cherky 320 000, Cacré 300 000, Mangala 300 et Tagliafico 280. Le salaire moyen à l'OL c'est 180 000 euros. Si vous voulez avoir l'ensemble des salaires, eh bien vous pouvez aller sur le site Capology, CAPOLOGY, qui là aussi publie des estimations. Alors évidemment, dans ces très gros salaires, il y a des réalités très différentes. Lacazette et Matic sont très performants, donc il n'y a pas de raison de s'en séparer, même si l'Arabie Saoudite où Lacazette est extrêmement convoité arrive avec un contrat absolument fou pour lui et une indemnité de transfert aux alentours de 15-20 millions pour l'OL, ça va être quand même difficile de le garder. D'autant qu'on espère, tout du moins le club, moi je n'espère pas grand chose de la part de Gift Orban, mais le club espère l'éclosion de Gift Orban, et s'il est sur le banc, c'est difficile de le valoriser. Concernant Benrahma, Mangala, c'est des recrutements à long terme. Tagliafico, lui, aimerait bien partir. Cherki, j'en ai déjà parlé. Cacré, c'est peut-être, même si certains contestent cela dans les commentaires de temps en temps, la plus grosse valeur marchande de notre effectif. Et oui, ne riez pas. Et il est en contrat jusqu'en 2027. Rappelez-vous qu'il avait une offre en toute fin de mercato l'été dernier qu'il avait refusée pour rester à l'OL. Mais bon, là aussi, si vous avez une offre à 30 millions et que le joueur double ou triple son salaire, c'est difficile de résister. Reste le cas O'Brien, évidemment, qui lui est à peine 50 000 euros mensuels, donc vous voyez 10 fois moins que Lacazette, et pourtant il est le deuxième meilleur marqueur de l'équipe. Excellente recrue évidemment à ce prix-là. Très convoité d'ores et déjà en Angleterre. Alors certains pensent que Jake O'Brien ne sera jamais vendu, déjà parce que c'est un petit salaire et que c'est une recrue Textor. Mais si vous avez un club anglais qui arrive et qui vous met aussi 30 ou 40 patates et que lui va multiplier son salaire par 10, puisque si, comme je le pense, la DNCG nous limite en transfert et en masse salariale, évidemment on ne pourra pas augmenter le salaire de Jake O'Brien et donc on sera bien obligé de le transférer. Vous savez que le club compte énormément sur Mamadou Sarr qui fait ses gammes actuellement à Molenbeek. Donc je pense que cet été va être extrêmement chaud, extrêmement difficile, extrêmement compliqué, qu'il va y avoir énormément de départs, très peu d'arrivées et que parfois il y aura des départs qui vont faire un petit peu mal où je pense. Mais qu'est-ce que vous voulez, les impôts c'est comme les conneries, non c'est l'inverse, les conneries c'est comme les impôts, on arrive toujours, Bon, je recommence. Les conneries, c'est comme les impôts, on finit toujours par les payer. Donc, citation de Michel Audiard, pour ceux qui connaissent. La connerie, les conneries de notre structure salariale, on finira par la payer. Peut-être que ça redeviendra mieux en 2025, puisqu'en 2025, vous aurez Lacazette en fin de contrat, Lovren en fin de contrat, Lopez en fin de contrat, Cherki en fin de contrat, Tagliafico en fin de contrat. Donc on va déjà pouvoir respirer de ce côté-là.
Mais cet été, il va être sanglant, je peux déjà vous l'annoncer. Alors après les joueurs, intéressons-nous aux entraîneurs. Donc on voit que Luis Enrique est très très bien payé au PSG, avec 932 500 € par mois, bon toujours en brut, et que notre ami Pierre Sage, à 80 000 € par mois, n'est pas hyper bien considéré. Laurent Blanc était à 230 000. Je ne sais pas à combien était Fabio Grosso, mais clairement Pierre Sage a un salaire quand même extrêmement médiocre. Figurez-vous qu'il gagne moins que Antoine Comboiré ou Jean-Louis Gasset, voire Patrick Vieira, qui lui est à 230 000, pour un coach quand même qui n'a pas un palmarès délirant. Et il est dans les tranches de Bologna, de Farioli, d'Éric Roy, de Will Steele, et un petit peu mieux que Régis Lebris. Bon, évidemment, s'il devient coach principal pour un contrat de 2-3 ans à la fin de saison, je pense qu'il va sans doute doubler ce montant. Puisqu'on parle de cela, vous savez que David Friot, donc notre directeur sportif, n'a pas voulu se prononcer sur l'avenir de Pierre Sage. On aurait pu imaginer qu'il dise si les résultats et les objectifs sont atteints, il n'y a pas de raison de changer, ce que moi personnellement je pense. Donc je vous ai interrogé pour connaître votre avis lors d'un sondage et on va regarder un petit peu votre point de vue. Donc vous avez été quand même plus de 1000 à voter. Et pour vous, il faut maintenir Pierre Sage tout simplement pour la saison prochaine à 64%, décidé en fin de saison, donc sur la ligne Friot à 29%, 4% veulent aller sur un nouveau projet et 2% ne savent pas tellement quoi de penser de cette situation. Donc bon, on va dire majoritairement, vous êtes quand même plutôt pour continuer avec Pierre Sage. C'est vrai que depuis quelques années, on a accumulé des coachs qui n'ont pas été capables d'être bons sur la durée. Donc en tout cas, lui nous a remis sur pied. Il aura beaucoup de temps pour travailler cet été, avec un effectif qui sera a priori assez constant, puisque comme je le pense, on ne recrutera quasiment personne. Et donc, moi personnellement, quelqu'un qui fait le job, je n'ai pas envie de le changer. Alors vous le savez, depuis environ, je pense, le mois d'octobre, j'ai décidé donc de commenter les matchs en direct. Un format dont déjà qui me plaisait parce que j'avais envie de le faire, je trouvais ça assez marrant et puis c'est aussi l'occasion d'échanger avec vous pendant le match. Et à Noël, en tout cas en décembre, j'avais décidé d'arrêter parce que je trouvais que ça ne progressait pas beaucoup. Beaucoup de gens m'avaient demandé de continuer malgré tout pour différentes raisons, etc., etc. Et seulement ce que je suis bien obligé de constater, c'est que ce format, même s'il contente ceux qui le regardent, ne prend pas. Vous allez voir un petit peu l'évolution du format. Donc il part quand même d'environ 2000 vues. Rennes, ça c'était le live spécial Mercato Tribune des supporters. Marseille, 2000 vues et 2200 vues. Lille, donc c'était le quart de finale de Coupe de France, donc 3,4 000 vues, 2,5 pour Montpellier. Et vous voyez que depuis Nice, 1500, 1400, donc 1900 à Strasbourg, Coupe de France tout simplement parce que les gens visiblement ne sont pas tous abonnés beIN Sport, donc ils ne voyaient pas forcément les matchs sur beIN, et puis d'autres m'ont dit que les commentaires de France 3 en plus étaient bien pourris, donc ils préféraient écouter les miens. Mais vous voyez sur les derniers lives 1400, 1300, donc ça ne cesse de baisser même quand l'OL joue à l'extérieur. Donc écoutez, je crois qu'il faut savoir regarder la réalité en face et que ce format ne marche pas. Donc j'ai décidé d'arrêter de faire tous les matchs et je ne ferai que les gros matchs. Alors les gros matchs c'est quoi ? Ce sera évidemment la demi-finale de la Coupe de France, face à Valenciennes le 2 avril je crois. Donc ce sera le prochain live. Et si l'hypothèse, on va dire, d'une qualification pour l'Europe existe en toute fin de saison via le championnat, là aussi je ferai un commentaire live de match assez ciblé, mais je ne ferai plus tous les matchs. C'est quelque chose qui est très épuisant, qui demande aussi beaucoup de préparation.
et qui en fait ne fonctionne pas. Voilà, les chiffres le disent, puisque si on prend l'évolution donc entre le match ici de Lille où on était à 3,4 000, là on est à 1,3 sur le dernier, donc c'est quasiment divisé par 3. Donc écoutez, il faut savoir aussi regarder le fait qu'un format ne fonctionne pas. Alors c'est un peu décevant pour ceux qui apprécient, parce qu'il y a des gens qui sont déshabitués de ce format, mais à un moment donné, le jeu pour moi n'en vaut pas la chandelle. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de préparation, c'est beaucoup d'énergie pour un format qui ne marche pas. Donc je ne le ferai que pour les grands événements, dans l'hypothèse où je ne suis évidemment pas moi-même au stade, ce qui peut arriver. Voilà, donc ne soyez pas surpris. Par exemple, sur le prochain match de Reims, il n'y aura pas de commentaire live, il y aura un débrief évidemment, peut-être une vidéo avant le match pour présenter le match, les enjeux. Je continuerai les débriefs de conférences de presse, les analyses, en fait, je vais continuer tout ce que je fais en essayant d'apporter un peu plus de variété sur les débriefs, notamment en ayant un supporter invité. Mais les lives, ce sera vraiment ponctuel pour les gros matchs. Parce que, comme je le disais, c'est beaucoup d'énergie quand vous voyez que ça ne marche pas, c'est extrêmement démoralisant. Mais c'est comme ça, c'est le game, hein. De toute façon, malheureusement, si on propose des choses et qu'elles ne marchent pas, eh bien, il vaut mieux les arrêter plutôt que de se bouffer la vie en se disant que vous pensez que les choses vont s'améliorer et qu'en fait, elles ne s'améliorent pas. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Donc on va se retrouver dans quelques jours s'il y a de l'actu sur l'OL. Et évidemment pour les débriefs de conférences de presse, puisque l'on jouera samedi dans 10 jours, donc réception de Reims. Donc on se retrouvera le jeudi qui précède pour le débrief de la conférence de presse de Pierre Sage et du joueur qui sera en conférence de presse. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.